à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission préférée Artipop. Avant toute chose, toute l'équipe vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Une année que l'on souhaite créative, engagée, audacieuse et surtout profondément culturelle. Artipop, c'est votre rendez-vous mensuel dédié à l'art, à la culture et à la création d'ici et d'ailleurs. Une émission qui met en lumière celles et ceux qui font vibrer notre imaginaire collectif. Et aujourd'hui, nous avons une émission particulièrement riche. Nous allons parler de street art avec le Mur Guadeloupe, d'expositions contemporaines ici avec la galerie L'Art s'en mêle, mais aussi dans le monde. Nous parlerons également de cinéma guadeloupéen, antillais, de littérature, de transmission culturelle. Et nous conclurons avec le regard singulier de l'œil créole. Enfin, finir avec Gérard Maximin, producteur du documentaire La Porte du Retour sur le groupe carnavalesque Masque à Clé. Je vous propose maintenant de quitter la Guadeloupe et de partir découvrir ce qui se fait dans le milieu artistique dans le monde. Dans cette rubrique Art Traveler, Gonzo nous emmène découvrir des artistes internationaux. Bonjour à tous. Il était vraiment important pour moi de commencer cette rubrique Art Traveler avec mon ami Abdou Wologem, grand artiste malien, aujourd'hui à l'honneur à Bamako, au Musée de la Culture et pour toute l'année 2026. Donc je me suis permis de lui envoyer un petit message histoire de l'interviewer et voilà, qui nous parle un peu de son travail, de son art, afin de mieux le faire découvrir à tous les Guadeloupéens qui nous regardent ce soir. Vous le constatez, nous sommes arrivés en grand nombre comme ministres et je dois dire que nous avons été comblés par ce que nous avons constaté ici. C'est Abdou Wologem, artiste malien. Je vis l'art depuis que je suis né. Je la vis, c'est tout. Gonzo, par rapport à l'expo de l'année, la clôture de l'année de la culture, pour moi, la culture ne se clôture pas d'abord. Mais j'ai eu la chance quand même d'avoir cette opportunité. On m'a confié l'âge d'or du Mali au Musée national du Mali. Une expo qui parle de l'âge d'or du Mali, qui m'a renvoyé jusqu'au XIVe siècle pour retracer notre histoire sans ambiguïté. Et c'est pour ça que je suis au musée. Je pense que c'est l'histoire au sens le plus plein qui est en train d'être écrite, aussi bien par le roi Wologem, Kankou Moussa, mais qui est représenté ici par c'est Wologem, c'est bien ça. Mais c'est une joie, c'est un bonheur d'être ici. Je pense, Monsieur le ministre de la Culture, nous vous remercions pour ce bonheur après le Conseil des ministres. Merci. Ça m'a beaucoup marqué parce que je suis dans l'art depuis que je suis né. Je ne fais pas de l'art, mais je vis l'art. Je ne suis pas un créateur, je suis inspiré par le créateur. Et dans mon pays qui est le Mali, c'est la première fois. 9 ministres, je dis bien 9 ministres, dans une salle d'exposition, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de jouer avec la culture. Pour moi, c'est déjà un indice. Le fait de recevoir 9 ministres ici, je me dis c'est déjà même vu. Parce que c'était la moitié du gouvernement. Qu'est-ce que j'attends? C'est notre as que j'attends. C'est Assimi que moi j'attends. Maintenant, les ministres ont fait leur rôle. Assimi qui a décrété l'année de la culture. On est en train de clôturer. Pour moi, c'est même pas la clôture de l'année de la culture. Pour moi, c'est l'ouverture de l'année de la culture parce qu'elle doit commencer à partir de cet espoir, à partir de notre histoire. Donc les gens qui croient que que Wologem va clôturer l'année de la culture, je ne peux pas clôturer l'année de la culture. Je suis là pour déclencher quelque chose, pour réouvrir l'année de la culture, pour dire aux membres du gouvernement, l'année de la culture, ce n'est pas une année, c'est une question de vie, c'est pour l'éternité, la culture. L'an passé, j'ai été choisi, j'étais parmi les artistes sélectionnés pour la Biennale de Dakar. Et la thématique était sur l'éveil.
Et j'ai présenté une œuvre sur l'éveil à Dakar. C'est la même œuvre qui est en face de moi ici, Gonzo, sur l'éveil. Où l'éveil, je l'ai cherché partout. Je l'ai cherché sur le plan politique, je ne l'ai pas eu. Je l'ai cherché sur beaucoup de plans, je ne l'ai pas eu. Mais tout ce qu'il y a eu à faire pour Dakar, c'est cette œuvre monumentale qui est là. Où je veux, juste sur cette œuvre, pour dire aux gens que, regarde la place de l'homme. L'homme est en train de naviguer sur un petit bateau sur l'or. Et pourtant, l'œuvre, elle est surdimensionnée. C'est pour dire que moi, Wologem, de temps en temps, il faut déchirer le ciel pour voir l'univers. Et c'est ça qui nous est réservé. L'univers nous est réservé. C'est à nous de la faire. Mon rêve, c'est de créer un pont. Un vrai pont. Un vrai pont, le pont de l'histoire. En Guadeloupe, en Martinique. Il y a mon sang aussi en Martinique. Et pour moi, c'est un bonheur d'être parmi vous. C'est toujours la joie d'être parmi vous aussi. Venir en Guadeloupe à tout moment. Et c'est avec fierté que j'irai dans votre pays pour montrer l'art. C'est tout. Et je vous aime, je vous adore. Ici, au François, en Martinique, le jardin de sculpture de la Fondation Clément est une expérience à ciel ouvert. Entre art contemporain et mémoire historique, entre formes monumentales et végétation tropicale. Au milieu des palmiers, des bassins et des arbres centenaires, les œuvres surgissent. Métal, bois, résine, des sculptures puissantes qui interrogent l'identité, la créolité, la mémoire caribéenne. Le lieu est chargé d'histoire, ancienne habitation sucrière, et pourtant, ici, la création contemporaine reprend l'espace. La lumière change les volumes, le vent anime les formes, la nature devient partie intégrante de l'œuvre. Le jardin de sculpture est un musée vivant, un espace où l'art respire, évolue et invite à regarder la Caraïbe autrement. À Sao Paulo, au cœur du parc d'Irapuera, la 36e biennale confirme une chose. Le Sud global est devenu un centre. Deuxième plus grande biennale d'art contemporain au monde après Venise, la biennale de Sao Paulo est un laboratoire d'idées. Artistes d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes et d'Amérique latine y interrogent le monde actuel. Crise écologique, mémoire coloniale, spiritualité, identité en mouvement. Dans l'architecture moderniste du pavillon Cicilio Matarazzo, les œuvres dialoguent avec l'espace, la lumière et les tensions politiques de notre époque. Plus qu'une exposition, c'est une plateforme, un lieu où l'art devient conversation globale. La 36e Biennale de Sao Paulo, un rendez-vous majeur pour comprendre où va l'art contemporain aujourd'hui. Eva Jospin crée des mondes imaginaires à partir de matériaux simples comme le carton ondulé. Par un travail patient et minutieux, elle transforme cette matière industrielle en forêt dense, labyrinthique, où le banal devient sublime. Ses œuvres, comme Re Salvagem, ne représentent pas seulement la nature, elles sont des espaces symboliques, des lieux de mystère et de transformation, où l'on se perd pour mieux se retrouver. Dans Chambre de soie, réalisée avec des artisans indiens, Jospin explore la même idée à travers la broderie. Plus de 400 nuances de fils tissent des paysages méditatifs inspirés de Versailles et des tapisseries anciennes. En Martinique, à la Fondation Clément, une exposition nous invite à remonter le temps. Aux origines de la Caraïbe n'est pas un simple retour historique, c'est une traversée. Avant les cartes coloniales, avant les plantations, avant 1492. L'exposition interroge les premières présences de l'archipel, les peuples amérindiens, leurs traces, leurs mythes, leur cosmologie. À travers installations, sculptures et œuvres contemporaines, les artistes réactivent des mémoires enfouies. Ils questionnent ce que signifie être caribéen, quand l'histoire officielle a souvent commencé par l'effacement. Ici, la terre parle. Les formes évoquent des figures ancestrales. Les récits circulent entre mémoire et imaginaire.
Dans le cadre chargé d'histoire de l'habitation Clément, ce dialogue entre passé et création contemporaine prend une dimension particulière. L'exposition ne cherche pas à figer une origine, elle ouvre une question. Et si la Caraïbe ne naissait pas d'une rupture, mais d'une continuité invisible? Regardons ensemble un récap des derniers événements de la galerie Yucca. On va se prendre un vent de bombe aérosol et aller à la rencontre de l'art urbain en plein cœur de la Guadeloupe. Le Mur Guadeloupe est un projet artistique vivant, évolutif et profondément ancré dans l'espace public. Situé au Cinestar de Dotemar, aux Abîmes, ce mur est repeint environ toutes les 6-7 semaines par un artiste différent. On découvre tout de suite le dernier artiste à avoir investi ce mur. Ce soir, on reçoit pour la 21e performance du Mur Guadeloupe de la saison 3, on reçoit l'artiste Magic Arts, qui nous vient de Martinique et qui nous a réalisé cette magnifique œuvre qui est juste là. Bonsoir, donc moi c'est Magic Arts, artiste graffeur de la Martinique, membre du collectif Madapens NPL. Donc aujourd'hui, pendant 4 jours, j'ai réalisé du coup la fresque Mélangée, que j'ai surnommée Mélangée, pour le Mur Guadeloupe. Donc cette peinture représente en fait le lionnage, le mélange, notre diaspora, l'afrodescendance à travers le domino.
qui est un jeu, une pratique que tout le monde, tout afrodescendant connaît, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à Sainte-Lucie, en Jamaïque, au Brésil, aux États-Unis. Et je voulais mettre ça à l'honneur, en fait, représenter tout ça à travers ce moment qui est simple, une scène de vie. Et j'ai représenté plusieurs couleurs qui représentent la Martinique, rouge, vert, noir. Et aussi, avant tout, au-delà de ça, le sang qui a été coulé, la terre, notre peau, la couleur de nous, les bennes. Et voilà, il y a plusieurs petits symboles dedans et voilà, qui sont personnels. Et voilà. Yes, L'artiste est allé très profondément dans la signification. Il a mélangé, ça s'appelle mélanger d'ailleurs. Il a vraiment mélangé des cultures. Pour lui, ça représente la diaspora. Donc avec le domino, avec lesquels on joue. Depuis toute petite, je vois mes cousins, mon grand-père jouer. C'est quelque chose qui rassemble. Et donc du coup, je pense que mélanger, c'est vraiment le mot. Il y a les chiffres des dominos qui parlent de la Martinique, la Guadeloupe. Mais je pense aussi la Réunion, même s'il n'a pas dit et tout. Et comme en fait mon père est martiniquais et ma mère est guadeloupéenne, je me retrouve dedans. Le mur Guadeloupe qui est géré par l'association WAL, Guadeloupe, à la base le projet c'est de pouvoir participer, apporter notre petite pierre à l'édifice dans le monde de l'art et de la culture. On connaît les manques, donc on essaye avec nos moyens de pouvoir combler à notre petite échelle ces manques, que ce soit au niveau des programmations, des rencontres, des partages, mais aussi au niveau de l'éducation, puisqu'on en réalise des ateliers artistiques avec les jeunes, les moins jeunes, les parents. Voilà, c'est notre manière de contribuer et d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Viviane Pelu, je suis la propriétaire de la galerie L'Arsenmel et donc je suis partenaire du Mur Guadeloupe, on offre les bombes. Donc on est sur la 3e édition et donc cette œuvre-là aujourd'hui elle est magique, hein. Elle représente la Guadeloupe et la Martinique. Bon, les dominos c'est quelque chose qu'on connaît tous, un jeu ludique et convivial, donc voilà, et l'artiste il est exceptionnel, les couleurs sont magnifiques et l'œuvre elle est géniale, voilà. Et sinon on vous donne rendez-vous le 19 mars 2026 avec l'artiste Jomad qui nous vient de Guyane pour la 22e résidence artistique sur le Mur Guadeloupe. C'était un très beau mur qui a parlé à tout le monde, que ce soit aux plus jeunes comme aux moins jeunes, puisque c'était sur la thématique des dominos, qui est un jeu très, très joué ici dans la Caraïbe. Maintenant, je vous emmène découvrir l'univers de Joël Lanquin à travers sa toute dernière exposition. L'exposition actuelle, en fait, c'est le finissage aujourd'hui, malheureusement. Mais on a eu un mois où on a eu beaucoup de visiteurs. Ça me touche beaucoup. Et comme vous le voyez jusqu'à présent, tous les jours, on a reçu des gens. Et c'est pour moi une exposition spéciale parce que, ayant moi-même mon atelier où j'expose habituellement, j'ai voulu venir ici justement pour élargir la famille des pères. Parce que Jean-Marc a fait l'effort d'ouvrir ce lieu-là. Alors déjà, pour moi, c'est un honneur immense de recevoir Joël à la galerie, hein, quand on connaît son parcours, quand on sait quel artiste il est en Guadeloupe et ailleurs. Et sa participation a été pour moi quelque chose de salutaire parce que faire une grande figure de l'art guadeloupéen comme ça dans sa galerie, c'est donner une grande visibilité à la galerie et c'est surtout montrer ce que Joël est en fait. C'est une très très belle personne, donc il a voulu partager mon aventure avec lui, avec la sienne, et donc la tableuse. ça ne peut être voilà que quelque chose de merveilleux, quoi, un partage extraordinaire. Alors, nous continuons avec la galerie L'Arsenmel, qui est donc une galerie située à la Riviera au Gosier.
C'est également un espace de création, de rencontres et de dialogue artistique. Nous y sommes allés à la rencontre de Viviane Pellu, la propriétaire du lieu, ainsi que de l'artiste Lafay Art qui était en exposition. Elle nous a ouvert les portes de ce monde imaginaire féerique. Je vous laisse découvrir cela en images. Je me présente, je m'appelle Viviane Pellu, je suis la propriétaire de la galerie L'Arsenmel au Gosier. Donc on a ouvert en 2019 et malheureusement on a brûlé en 2023, mais on a réouvert en 2024 et actuellement on fait des expositions tous les 15 jours. Donc nous avons aujourd'hui fait Art, donc qui fait création et trésor. Et la prochaine exposition, c'est jeudi 5 février sur des animaux, Jazzimo. Alors Jazzimo, c'est un jazzman qui allie un peu la musique avec son art. Donc l'exposition est visible jusqu'au 14 février. Alors bonjour, moi c'est Isabelle Vermonpré, mon nom artistique c'est Fait Art et donc je suis artiste plasticienne. J'adore travailler les matières. Comme vous pouvez voir sur mes œuvres, vous avez la résine époxy et vous avez également des matières brutes. Donc j'utilise de l'enduit et bien d'autres matériaux que je ne peux pas énumérer là parce que ça reste dans mes recettes secrètes. Mais j'utilise des sables, des pierres semi-précieuses, ça fait partie de mon travail pour les énergies. Car j'aime apporter de bonnes énergies dans mon travail. Et puis pourquoi pas, si on adopte une de mes œuvres, apporter ma lumière et mon énergie. Alors je suis artiste dans l'âme depuis toujours. J'ai fait beaucoup de créations que j'ai gardées pour moi. Et j'ai eu ma petite famille à élever, etc. Je me suis mis un peu en parenthèse. Et là aujourd'hui, je suis enfin prête de montrer au monde mes œuvres, mon art et d'échanger, d'avoir cette possibilité d'échanger avec tellement de monde. Dans mon nom artistique, Fait Art, j'ai un regard de fée en fait sur le monde. J'ai mon petit enfant intérieur qui voit énormément de choses, peut-être un don. Et je veux que les adultes comme les enfants puissent s'émerveiller avec cette magie qu'il y a dans le monde. Car en fait là je vous présente des trompe-l'œil. Donc en fait j'adore, c'est ma petite passion également à côté de mon art, c'est de réaliser des trompe-l'œil, des glaces plus particulièrement, qui attisent la gourmandise des petits et des grands. Et en fait ce qui est sympa dans ce genre de trompe-l'œil, c'est qu'on peut les utiliser si bien en exposition quand on est glacier ou alors même dans les films parce qu'on n'emploie pas toujours de la véritable nourriture dans les films. Donc j'ai cette petite partie-là aussi également qui m'anime et que j'adore. La prochaine expo est à Carukea, la Romerie. L'expo commence le 13, donc nous avons le vernissage le 13 février et s'arrête le 26 février. Donc je serai avec d'autres artistes. Comme l'a dit Viviane de l'Arsenmel, sa prochaine exposition se déroulera ce 13 février avec comme artiste Jazzimo. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui notre premier invité, Guillaume Robillard. Guillaume, bonjour. Bienvenue dans Artipop. Merci pour l'invitation. Alors, Guillaume est docteur en cinéma, mais également auteur de 2 livres. Donc, ton premier livre est intitulé La conquête de l'espace et du temps, le cinéma antillais. Voilà, et ton deuxième livre, donc... Celui-ci, du coup, on peut lire directement, Un cinéma décolonial, les personnages du cinéma antillais. Bien joué. Alors, Guillaume, tu es docteur de cinéma. Tes livres, si je ne me trompe pas, ce sont les fruits de tes recherches de travail? Tout à fait, ce sont des morceaux du mémoire de thèse, comme on dit. Alors, sur ce second livre, Un cinéma décolonial, que j'ai quelque peu feuilleté, on découvre... J'en suis heureux. On découvre de nombreux types de personnages du cinéma antillais. Alors, peux-tu nous faire un peu le résumé sur les différents types de personnages que l'on retrouve? Oui, alors, je vais rapidement parler de ce parcours de recherche, très rapidement. J'ai commencé du côté de la pratique, je suis également réalisateur. Et après une formation en école de cinéma, j'ai eu envie de me rattacher au système universitaire. Et je me suis rendu compte en dernière année de master qu'il n'y avait quasiment aucune recherche dans le domaine universitaire au niveau international sur les films, les longs métrages de fiction faits par des réalisateurs guadeloupéens ou martiniquais.
Donc ça m'a convaincu de me lancer dans cette folie d'une recherche doctorale parce que ça prend vraiment des années. Et après avoir couru après des films qui sont très difficiles d'accès, aujourd'hui encore un tiers facilement des films de ce cinéma antillais tel qu'on peut le nommer sont quasiment inaccessibles. Et après avoir décortiqué ça comme de la langouste, j'en ai tiré un mémoire de thèse. Et ça donne donc les 2 livres qu'on a cités, qui évidemment sont... l'écriture est remaniée, fluidifiée, elle s'adresse au public le plus large possible. Et ce qui très vite s'est distingué, c'est que de manière très intelligente, très subtile et en même temps très efficace, les films qui ont été faits par ces réalisateurs et réalisatrices eh bien, se distinguent par 4 figures qui reviennent à travers différentes formes. Donc le conteur créole et différents avatars, l'importance de l'oralité traditionnelle, le Galet Zafek Imboisé, une partie comme ça magique qui développe un réalisme merveilleux, une forme de fantastique caribéen qui revient beaucoup dans les courts-métrages depuis une dizaine d'années. On a la figure du nègre marron, qui évidemment est le résistant absolu contre tout système de domination, et une 4e figure très importante qui n'est pas un personnage en soi, mais qui est très important dès le tout premier film, Coco la fleur candidat, de Christian Larran en 1979, c'est l'importance des figures féminines, ce que j'ai appelé la fémifocalité, qui s'inspire de la matrifocalité, mais fémifocalité plus large. D'un côté, les mères créoles, seules, qui élèvent des enfants, et de l'autre, les femmes debout, qui ne sont pas nécessairement des mères. Et ces 4 figures-là vont générer une réelle cohésion de ce cinéma sur plus d'une trentaine d'années. Depuis une dizaine d'années, les choses bougent un peu parce qu'on a aussi changé de génération de réalisatrices et réalisateurs qui font des films, disons, plus personnels, avec des personnages qui sont plus individués, avec un petit peu plus de psychologie, des thèmes plus généraux, pour ainsi dire. D'accord, donc on retrouve une évolution de ces personnages ou... Oui, alors dans les grandes lignes, mais évidemment l'intérêt c'est de lire l'ouvrage. Dans les grandes lignes, on a une présence importante des conteurs créoles traditionnels dans les films de la fin des années 70, début des années 80, et même qui courent jusqu'aux années 80. Et puis après, on va avoir des avatars de conteurs. Par exemple, la jeune femme qui raconte l'histoire de Siméon. Elle fait comme un conteur, comme une conteuse, mais ce n'est pas un conteur au sens traditionnel du terme. Et puis, les conteurs vont disparaître physiquement, ce qui est peut-être un phénomène corrélatif au fait qu'ils sont de moins en moins présents dans la société, dans les sociétés antillaises, dans notre quotidien. Mais on va avoir une importance extrêmement marquée des voix off, avec très souvent ces fameuses marques caractéristiques des contes créoles. Yekoi, Kekoak, Kemistikoï, Kemistikoak, les Tim Tim, etc. Le nègre marron au début est aussi un nègre marron historique, et puis après on va avoir des personnages qui se positionnent comme nègre marron, mais qui peuvent très bien être des jeunes aujourd'hui dans le ghetto, entre guillemets, comme on dit, de Boissard. Nègre marron, par exemple, de Jean-Claude Barny, est en référence au marronnage, mais ce ne sont pas, historiquement parlant, des nègres marrons. Donc on est dans une forme de marronnage contemporain, moderne, urbain. Et du côté des Galettes Zafek Imboisé, alors des fois ils sont tantôt l'un, tantôt l'autre, ils sont parfois une combinaison des deux. Ils disparaissent assez rapidement. Par contre, il y a toujours des éléments de pensée magique dans les intrigues. Alors je ne dirais pas toujours, je reformule assez souvent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a disparu à un moment donné, je dirais globalement entre 2000 et 2010, et depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années, dans les courts-métrages, on voit que la jeune génération revient à cette problématique d'une forme de fantastique caribéen. Et finalement, la figure qui se maintient le mieux, les figures qui se maintiennent le mieux et qui évoluent en réalité, alors que les autres perdent un petit peu en fonctionnalité, c'est précisément l'importance des figures féminines, qui deviennent de plus en plus protagonistes. Avec des films comme Le Bonheur d'Elsa de Mariette Montpierre, par exemple, les longs métrages d'animation d'Alain Bidard, ce sont des femmes protagonistes, etc. Parfait. Alors, nous allons accueillir Nelson Foy et Axel Lafleur tout à l'heure, dans un instant, qui sont réalisateurs et producteurs du film Zion. Est-ce que ça te fait plaisir de voir des œuvres guadeloupéennes comme celle-ci trouver leur public et diffuser des idées guadeloupéennes et également de la culture à travers le monde? Ce serait surprenant que je réponde non, surtout après avoir autant travaillé sur les films de ce cinéma et avoir autant écrit sur ces questions-là. Oui, c'est toujours une victoire quand un film guadeloupéen ou martiniquais, alors réalisé par un réalisateur guadeloupéen ou martiniquais, quels que soient les modes de production, bien entendu,
c'est toujours une réussite quand on réussit à passer à une étape supérieure au niveau de la distribution, de la diffusion, de la reconnaissance. On sait que ce film, avec Fanon de Jean-Claude Barny, dont je parlais tout à l'heure pour Nègre Marron, ont réussi à être présélectionnés au César. Donc là, c'est une nouvelle étape d'avoir des longs métrages antillais qui arrivent jusque-là. Ça avait été le cas de Rucas Nègre, mais depuis, ça avait été le vide total. Donc oui, c'est toujours une victoire, a fortiori quand on est face à un film qui, parmi d'autres, travaille à déconstruire une esthétique de la carte postale, qui travaille à montrer une certaine misère sociale, une réalité quotidienne, les enjeux sociétaux, et qui, et c'est très important, remet au premier plan la langue créole, qui avait disparu des longs métrages de fiction depuis globalement le début des années 90, qui était encore là, mais de manière très plus parcellaire, plus sporadique, beaucoup moins importante qu'elle ne l'avait été dans le cinéma entier des années 70-80, qui était, je le rappelle, un cinéma extrêmement créolophone, ce qu'on oublie peut-être aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment un regain de ce marqueur linguistique et ce faisant culturel très fort, qui, selon moi, travaille à caractériser ce cinéma. Où peut-on trouver ton livre? Dans quelle maison d'édition a-t-il été édité? Alors, c'est une bonne question sur la maison d'édition. C'est précisément les presses universitaires des Antilles. Je suis très fier que l'Université des Antilles m'ait proposé, dans une collection bien précise, collection art et esthétique, de faire un livre sur ce cinéma. Et on le trouve dans diverses librairies en Guadeloupe, que ce soit les boutiques de la presse, Cultura, les FNAC, etc. Donc, il est assez facile d'accès. D'accord, je vous invite donc à le lire. Il est très intéressant, très bien structuré et très bien détaillé sur tout le cinéma antillais, que ce soit ici, ailleurs, puisqu'il y a effectivement la partie que tu appelles cinéma Antillais pays. Antillais pays, le cinéma antillais Lot Bodlo et le cinéma antillais tout de bas. Globalement, ce sont les films qui se déroulent majoritairement en Guadeloupe ou en Martinique, c'est la première catégorie. La seconde, ce sont les films de la, entre guillemets, communauté antillaise de l'Hexagone. Et la troisième partie, cinéma antillais tout de bas, ce sont les films tournés un peu partout dans le monde par des réalisatrices et réalisateurs guadeloupéens ou martiniquais, en particulier sur le continent africain, mais pas uniquement. Et c'est de voir comment, eh bien, il y a des ponts, il y a des échos entre ces trois catégories des cinémas antillais. Et pour précision, c'est aussi un livre dans lequel on s'est fait fort de mettre 150 images de 50 films sur les 80 recensés, pour donner une présence, pour donner corps à ce cinéma, aux films duquel on n'a pas toujours facilement accès malheureusement. Je t'invite donc à regarder avec nous la bande-annonce du plus gros blockbuster guadeloupéen qui a fait 1 demi-million d'entrées au box-office en 2025, Zion. Georges, pas du taf. Du taf? Enfin, rien avec monsieur, man. Il y a dans la guerre, là. De livraison, 1 heure de temps, ça fait. Ah ouais. Non, mais toi, avec un bébé, quoi. Et la mère, c'est qui? Me dis pas que tu sais pas. Quoi fait là? Où t'es quoi, là? J'ai trouvé un bébé devant chez moi. J'étais obligé de faire la première livraison avec lui. Pourquoi tourner? Donc, on va faire. Pourquoi porter un tournier à maman? Non, tu mal. C'est lui qui attaque mon frère. Pose ton sac. C'est pas un sac, c'est un gamin. Ce pays, c'est une petite famille. La famille, c'est tout ce qu'on a. Il faut la protéger. On reste dans l'univers du cinéma et de la mémoire avec un documentaire intitulé La Porte du Retour, produit par Gérard Maximin, qui est d'ailleurs présent avec nous aujourd'hui. La Porte du Retour est un documentaire de 52 minutes où Gérard suit le groupe
masque à clé lors du carnaval de Guadeloupe en 2025, mais également lors de leur déplacement au carnaval de Dakar où ils ont été invités. Gérard, bonjour. Bonjour Océane. Et bienvenue dans Artipop. Merci. Alors, ce documentaire interroge notre histoire, notre identité et également la transmission culturelle à travers le regard et l'engagement du groupe carnavalesque Masque à clé. Nous allons dans un premier temps visionner un extrait, puis nous échangerons avec Gérard. Hélène bleu souillé moins cher, Hélène bleu souillé moins, pour dire pas au maman. Plus qu'un groupe, Masque à clé est un mouvement. Et à ce titre, nous nous devons de perpétuer notre culture traditionnelle. C'est pour cela que nous nous reconnaissons comme masse. En nous faisons pour qu'il tire à pays là. Le mas en lui-même nous envoie à nos ancêtres les Africains qui naguère utilisaient la période du carnaval qui précédait les grandes récoltes pour pratiquer leur culte. Ces hommes étaient considérés comme habités par des divinités personnifiées par eux. Aux Antilles sous l'esclavage, le carnaval était l'occasion où les masses, sous forme d'esprit, venaient venger les esclaves du contremaître aux élites. Le plus souvent, ce rôle était tenu par des nègres marrons, esclaves en fuite, qui se déguisaient, se métamorphosaient, d'où nous vient le côté mystique. Une fois transformés en masse, nous perdons notre propre identité. Nous transcendons l'espace matériel à ce moment-là. Nous devenons Mofroisis. Waouh, c'était un super beau documentaire que j'ai eu la chance de voir du coup. Et j'avoue qu'il ne m'a pas laissé indifférente. J'ai été très émue tout le long, que ce soit sur les images de transmission, on voit les jeunes qui sont intégrés socialement à travers le groupe et à travers l'esprit du MAS. Alors Gérard, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Pourquoi ce nom ? La porte du retour. Alors la porte du retour, c'est une référence à la porte du voyage non-retour qu'on trouve dans l'île de Gorée, qui était une île donc, qui servait de comptoir à l'époque de l'esclavage, pour emmener les Africains esclavagisés vers les Amériques et vers les Caraïbes. Et évidemment, c'était un voyage en général pour lequel il n'y avait pas de retour. Ce qu'on a voulu souligner, c'est qu'en l'espèce, les afrodescendants, et notamment ceux de Masque à clé, pour le coup, dans leur recherche identitaire, retournent à Gorée sur la terre de leurs ancêtres. Ce qui est un moment assez fort pour eux. Ce qu'on montre un petit peu dans tout le film, c'est de quelle manière les groupes APO se fédèrent autour d'une idée et d'une proposition historique non coloniale, on va dire, et comment ils tissent dans les quartiers un véritable lien social et intergénérationnel entre tous les gens des quartiers. Il y a des gens qui travaillent pas, des jeunes, des vieux, et ça permet une cohésion sociale, et notamment pour des jeunes qui sont parfois un petit peu en manque de repères. Alors, les images du drone sont déjà spectaculaires, mais je me demande comment tu fais pour capter le son lorsque tu filmes avec un drone. Parce qu'il y a je trouve qu'au niveau du son, c'est très, très bien enregistré. Comment ça se passe? Alors, c'est un peu du bricolage, parce qu'effectivement, on n'avait pas des moyens énormes. Il a fallu que je reste assez longtemps, puisqu'on suit la période du carnaval, du bain des marées jusqu'au mercredi descendre, puis ensuite au Sénégal. Donc j'ai pas eu la chance d'avoir toujours un preneur de son avec moi, et donc parfois j'équipais des gens qui étaient au sein du MAS, qui déboulaient. Je laissais tourner ma caméra que j'avais sur l'épaule et je faisais le drone en même temps. Donc c'est un peu du bricolage, mais effectivement ça fonctionne, quoi. Alors, est-ce qu'on a des plateformes où on peut voir ce documentaire? Là, pour l'instant, donc, il était au Cinestar la semaine dernière, et il est passé le 2 février. Il repassera le 8 février à 11h du matin. Donc, ça, c'est pour les gens qui ne travaillent pas ou les matinaux. Et sur Guadeloupe, la première. Et il restera pendant un mois en replay. Parfait. Alors, as-tu des actualités que tu aimerais nous partager?
Ouais, j'ai plein d'actualités, mais il y en a un qui est déjà bien amorcé, puisqu'on est retourné cette année au Sénégal avec Masque à Clé, mais dans un contexte un peu particulier. C'est-à-dire qu'on est parti avec 5 jeunes du CEPSI, donc qui est un organisme qui s'occupe des jeunes en difficulté, et qui ont participé à un programme d'insertion à travers la pratique du K. Donc ils ont fabriqué leur K avec le maître K Yves Toll. Ils ont pris des cours de K ensuite, les 7 rythmes du K, etc. Et ils ont été représentés la Guadeloupe 2 mois plus tard au carnaval de Dakar, donc au Sénégal. Donc, ce qui est un parcours pour ces jeunes qui étaient un peu, qui écoutaient de la drill 2 mois avant. C'était assez effarant de les voir tout d'un coup enracinés dans la culture Guadeloupe. Et j'en profite pour dire qu'on est en train de terminer le film et qu'on a besoin de financement. Donc, avis aux amateurs, voilà. Oui, on peut vous contacter où pour vous financer? Chez Lucas. Ah, bien sûr, avec le pourcentage. Voilà. Alors, merci beaucoup Gérard d'avoir fait le déplacement et d'être venu sur l'émission Artipop. Plaisir pour moi. Alors, nous allons continuer en parlant d'art. Connais-tu la galerie Créole West Indies à Saint-François? Très bien, très bien. J'ai même un gros autocollant sur ma valise. Ah ben c'est génial, parce que c'est notre... Vincent Nicodi, oui, bien sûr. Exactement. Bien sûr, ouais. Donc Vincent va nous présenter la rubrique L'œil créole, que nous allons regarder ensemble. Bonjour et bienvenue à l'œil de Couy. Alors l'œil de Couy, c'est une rubrique qui va traiter chaque fois d'un artiste, d'un groupe d'artistes ou d'un mouvement artistique qui est exposé à la galerie Créole West Indies. Donc Couy comme Créole West Indies, ce sont les initiales. Créole West Indies, c'est à la Pointe des Châteaux, plus de 500 œuvres d'art, plus de 100 artistes en collectif sur une surface d'environ 500 mètres carrés, plus de 1000 mètres carrés de parc extérieur avec des sculptures. À cette rubrique, nous allons parler d'un grand artiste qui est du Congo-Kinshasa. Alors, il faut savoir que sur les 100 artistes, on a à peu près la moitié qui sont des Guadeloupéens. Et le reste, ce sont des Africains, puisque moi j'ai vécu toute ma jeunesse en Afrique, donc ça me permet de garder un lien moral important. Des Haïtiens, puisque c'est ma spécialité, des grands maîtres haïtiens, et plus particulièrement le mouvement Saint-Soleil. Et des artistes d'un petit peu partout, dont certaines stars, John Wan, pour ne citer que lui. Dans les stars, on a du Congo-Kinshasa, de Kinshasa, Cisco Ndombe, qui est quelqu'un de formidable en tant qu'être humain et en tant qu'artiste. Donc il a 39 ans, il a fait l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, et son concept, ça s'appelle les Cracked People. Donc les Cracked People, en français on va dire des gens fissurés, puisqu'il travaille avec les doigts pour créer cette impression de fissure dans les visages, pour symboliser la souffrance de son peuple. Parce qu'il faut savoir que le Congo-Kinshasa, c'est un des pays les plus pauvres du monde, c'est un pays où c'est la guerre civile quasiment permanente, donc où la vie est assez compliquée. Malgré tout, il exprime, en dehors de ses fissures, il exprime avec la puissance des regards, la résilience et la force de son peuple, et toujours avec des environnements toujours très, très colorés, très gais. Et on voit les techniques différentes qui sont l'utilisation de beaucoup d'aplats. Donc les aplats, c'est une technique de peinture monochrome, comme son nom l'indique, aplat, hein, donc sans incidence d'aucune autre couleur, c'est vraiment totalement monochrome, et qui cohabite avec des drapés. Donc voilà, des drapés, c'est-à-dire des effets dans le tissu. Voilà, c'est l'ensemble de toutes ces techniques et de tout l'engagement de Cisco Ndombe qui fait la force de cet artiste. C'est un grand nom pour moi de la peinture contemporaine africaine, et c'est un artiste à suivre. Moi, ça fait des années que je travaille avec lui, j'ai beaucoup d'œuvres de lui en exposition, donc je vous invite à venir les découvrir. Merci, et à la prochaine fois pour le prochain Œil de Couy. Et maintenant, parlons mode avec le shooting de la dernière collection UK. United Caribbean artists. We up. From Guadeloupe to Martinique, Saint Martin, Saint Barbara. Mark Brown in the market lane, fresh print tee that often flame.
shot with the canvas wide. Colors dancing like a seaside ride. Afraid of stacking walls at night. Let us lean and the tenny take flight. We'll snap that photo clean. Turn the corner to a moving scene. United Caribbean artists. Different colors for my beat. From the island to the asphalt. Paint and fabric on the hot street. Hey. United Caribbean artists. Raise your brush and your side. Every name in the crew shines bright. But together we one design. So aggressive with the lines and bend. Tim Fraggle draw the wave again. Wolo spinning on the block. Sneaker lace tied in a double knot. Notre émission Artipop touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous avons apprécié échanger avec nos invités que nous remercions encore. Nous remercions également notre partenaire Vincent Nicodie de la galerie Créole West Indies. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre l'aventure Artipop, contactez-nous sur l'adresse mail qui sera indiquée sur l'écran. Notez bien sur votre agenda, Artipop, c'est tous les premiers vendredis du mois. On vous souhaite une bonne soirée. Vive l'art, vive l'amour et surtout, vive la vie!